Imagine un monde où l'histoire que l'on vous a enseignée n'est qu'une version parmi d'autres. Soigneusement choisie, soigneusement présentée. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement. Commençons. Premier mensonge. Hitler était un génie militaire autodidacte qui a tout planifié seul. Pendant des décennies, les livres d'histoire ont entretenu l'image d'un Adolf Hitler solitaire et visionnaire, un homme sorti de nulle part qui aurait conçu seul la stratégie de la Blitzkrieg, humilié les généraux professionnels et réinventé la guerre moderne. Cette image a été alimentée en partie par Hitler lui-même, qui adorait se présenter comme un soldat de la Première Guerre mondiale, devenu stratège de génie, sans école militaire, sans diplôme, sans tuteur. Et cette version a traversé les décennies avec une étonnante facilité. La réalité est bien plus nuancée. La Blitzkrieg, la guerre éclair, n'a pas été inventée par Hitler. Elle repose sur les théories développées dans les années 20 et 30 par des officiers allemands comme Hans von Sicht, Heinz Guderian et Erich von Manstein. Ces hommes avaient étudié les échecs de la Première Guerre mondiale, analysé les nouvelles capacités des chars et de l'aviation et conçu une doctrine de guerre mobile et rapide bien avant qu'Hitler ne monte au pouvoir. Ce que Hitler a fait, c'est approuver leur plan, parfois contre l'avis d'autres généraux plus prudents, et s'en attribuer ensuite la paternité. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que beaucoup de ces décisions militaires les plus désastreuses, comme l'ordre de ne pas évacuer Stalingrad ou l'interdiction de retrait tactique sur le front de l'Est, ont été critiquées par ses propres généraux en temps réel. La légende du génie militaire s'est construite sur les succès de 1939 à 1941 et a été soigneusement occultée par les catastrophes de 1942 à 1945. Mais attendez, il y a une autre dimension à ce mensonge. Après la guerre, plusieurs généraux allemands capturés ont rédigé des mémoires dans lesquelles ils se présentaient comme des professionnels compétents, sabotés par un amateur fou. Ces récits, largement diffusés en Occident dans le contexte de la guerre froide, ont servi à réhabiliter l'armée allemande en la distinguant des crimes nazis. Ce faisant, ils ont consolidé le mythe d'Hitler le génial mais fou, au détriment d'une compréhension plus honnête des responsabilités partagées. Deuxième mensonge, la France s'est effondrée en 6 semaines parce que son armée était incompétente et démoralisée. L'image de la débâcle française de mai-juin 1940 est devenue presque emblématique. Des soldats qui fuient, des généraux qui capitulent, un peuple qui n'avait pas le goût du combat. Cette vision a été largement propagée après-guerre, en partie par les Alliés eux-mêmes, en partie par les Français qui cherchaient à expliquer l'inexplicable. Elle a traversé les manuels scolaires, les films, les romans. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. L'armée française de 1940 n'était pas en infériorité numérique face à la Wehrmacht. En chars, les Alliés disposaient d'un nombre comparable, et certains chars français, comme le char B-1, étaient techniquement supérieurs aux Panzer allemands. En hommes, les forces franco-britanniques alignaient des effectifs équivalents. La différence n'était pas dans les moyens, mais dans la doctrine et la communication. Et cela devient encore plus intéressant. Le plan Manstein, le véritable coup de génie de la campagne de France, consistait à faire passer les forces blindées allemandes par les Ardennes, une zone que les Alliés considéraient comme impraticable pour les chars. Ce pari audacieux a créé une percée inattendue qui a coupé en deux les forces alliées. C'est une victoire tactique remarquable, pas la preuve d'une infériorité française intrinsèque. Les généraux alliés ont été surpris, pas vaincus par incompétence, mais par une décision que presque personne n'avait anticipée. La capitulation rapide a ensuite créé une narrative commode pour de nombreuses parties. Pour les Allemands, elle confirmait leur supériorité. Pour les Britanniques, elle justifiait l'évacuation de Dunkerque comme un miracle, plutôt que comme une retraite précipitée. Pour certains Français, elle permettait d'expliquer Vichy comme une réponse rationnelle à une situation désespérée. Le mensonge a servi tout le monde, et il a donc survécu. Voici un détail important. Des historiens comme Marc Bloch, lui-même officier français pendant cette campagne, ont dès 1940 commencé à analyser les véritables causes de la défaite. Une structure de commandement rigide, un manque de communication radio entre unités, une incapacité à réagir vite à une situation changeante. Pas la lâcheté, pas l'incompétence de base, mais une organisation militaire inadaptée à une guerre de mouvement rapide. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Troisième mensonge, Dunkerque fut un miracle providentiel qui sauva l'Angleterre, presque par hasard.
L'évacuation de Dunkerque est devenue l'un des grands récits héroïques de la Seconde Guerre mondiale. 340 000 soldats sauvés grâce à une flottille de petits bateaux civils, sous les bombes, en 9 jours à peine. Winston Churchill l'a lui-même qualifié de miracle, et ce mot a collé à l'événement pendant des générations. Mais ce miracle avait des architectes bien terrestres. D'abord, l'arrêt mystérieux des panzers allemands pendant 2 jours critiques, le fameux Halt Order du 24 mai 1940, a donné aux Alliés le temps de s'organiser. Les historiens débattent encore des raisons de cet ordre. Était-ce pour ménager les blindés? Une décision de Göring de laisser la Luftwaffe finir le travail? Ou une hésitation stratégique d'Hitler? Quelle qu'en soit la cause, cet arrêt a été décisif. Et voici ce qui est surprenant. L'opération Dynamo, le nom officiel de l'évacuation, a été préparée et exécutée avec une efficacité remarquable par la Royal Navy et les autorités militaires britanniques. Les petits bateaux civils, devenus l'image symbolique de l'événement, n'ont en réalité transporté qu'une minorité des soldats évacués. La grande majorité a embarqué sur des destroyers et des navires de transport militaire. Le mythe du peuple anglais sauvant ses soldats à la rame est magnifique, mais c'est principalement une construction narrative. Et ce n'est pas tout. L'évacuation a aussi laissé derrière elle des dizaines de milliers de soldats français, qui ont combattu en arrière-garde pour protéger le périmètre et permettre aux Britanniques de partir. Beaucoup ont été faits prisonniers ou tués. Ce sacrifice français est souvent absent du récit dominant de Dunkerque, qui reste centré sur la résilience britannique. Le miracle a donc aussi ses ombres. Quatrième mensonge. Les États-Unis sont entrés en guerre uniquement par altruisme et pour défendre la démocratie. La version officielle est bien connue. Pearl Harbor a réveillé le géant américain qui s'est alors levé pour défendre le monde libre contre la tyrannie. Cette narrative a une puissance émotionnelle réelle et elle contient une part de vérité. Il y avait bien des idéaux démocratiques dans la politique américaine de l'époque, mais les intérêts stratégiques et économiques jouaient un rôle tout aussi central. Dès 1940, l'administration Roosevelt cherchait des moyens de soutenir la Grande-Bretagne sans entrer formellement en guerre, en partie parce que l'opinion publique américaine restait massivement isolationniste. Le programme Lend-Lease, adopté en mars 1941, permettait aux États-Unis de fournir du matériel militaire à crédit, un arrangement qui liait économiquement l'Amérique aux Alliés avant tout engagement militaire. Avançons, les États-Unis avaient aussi des intérêts directs dans le Pacifique que la montée en puissance du Japon menaçait. Les négociations diplomatiques tendues de 1941, les sanctions économiques américaines contre le Japon, notamment l'embargo sur le pétrole, et la présence militaire américaine aux Philippines créaient une situation de confrontation latente bien avant Pearl Harbor. L'attaque japonaise n'a pas surgi du néant. Elle était la réponse militaire à une pression économique intense. Et voici ce qui soulève des questions. Certains historiens ont avancé, et ce point reste controversé, que Roosevelt savait qu'une attaque japonaise était imminente et a choisi de ne pas alerter la base navale de Pearl Harbor pour avoir le prétexte politique nécessaire à l'entrée en guerre. Les preuves directes de cette thèse sont minces, mais il est établi que des signaux d'alerte ont été mal interprétés ou ignorés dans les semaines précédant l'attaque. La vérité exacte reste débattue. Cinquième mensonge. L'Union soviétique n'a joué qu'un rôle secondaire dans la victoire alliée. Pendant des décennies, particulièrement dans les récits occidentaux, la Seconde Guerre mondiale a été racontée comme une guerre dont les moments décisifs se sont joués en Afrique du Nord, en Normandie, dans le Pacifique. L'Union soviétique y apparaissait comme un allié important mais secondaire, sauvé en partie par le Lend-Lease américain. Les chiffres racontent une histoire radicalement différente. Environ 80% des pertes militaires allemandes de la guerre ont eu lieu sur le front de l'Est. La bataille de Stalingrad, seule a coûté à l'Allemagne plus de 300 000 hommes. La bataille de Koursk, en juillet 1943, est la plus grande bataille de chars de l'histoire. L'Union soviétique a perdu entre 27 et 28 millions de personnes pendant la guerre, militaires et civils confondus, un chiffre qui dépasse de loin les pertes de toute autre nation. Mais il existe une autre version. Une version qui nuance sans effacer. L'aide occidentale, via le Lend-Lease, a fourni à l'URSS des camions, des avions, de la nourriture et des matières premières qui ont contribué à soutenir l'effort de guerre soviétique, surtout en 1942 et 1943. Les historiens soviétiques puis russes ont longtemps minimisé cette contribution, tandis que les historiens occidentaux l'ont parfois surestimée.
la réalité se situe quelque part entre les deux narratives. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. Le pacte Molotov-Ribbentrop d'août 1939, le traité de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne nazie, a longtemps été un sujet tabou en Union soviétique. Il montrait que Staline et Hitler avaient été partenaires, au moins temporairement, et que l'URSS avait elle-même envahi la Pologne orientale en septembre 1939. Ce contexte complique considérablement le récit d'une Union soviétique héroïque et innocente, combattant le fascisme depuis le début. Sixième mensonge, la bombe atomique était le seul moyen d'éviter une invasion catastrophique du Japon. La justification officielle du bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, a été formulée clairement par le président Truman. Sans les bombes, une invasion terrestre du Japon aurait coûté des centaines de milliers, voire des millions de vies américaines. Cette justification a dominé le discours historique pendant des décennies. Voici un détail important que l'on nommait souvent. Plusieurs hauts officiers militaires américains de l'époque, dont Dwight Eisenhower et l'amiral William Leahy, ont exprimé des doutes sur la nécessité des bombes atomiques. Le Japon, affaibli par des mois de bombardements conventionnels et le blocus naval, était déjà au bord de la capitulation selon plusieurs analyses des services de renseignement américains. La question n'était pas si le Japon allait capituler, mais quand et à quelles conditions. Et voici ce qui est vraiment intéressant. L'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon, le 8 août 1945, 2 jours après Hiroshima, a constitué un choc stratégique majeur pour Tokyo. Le Japon avait espéré que Moscou pourrait servir d'intermédiaire dans des négociations de paix. L'entrée soviétique dans le conflit a détruit cet espoir. Certains historiens japonais et occidentaux argumentent que c'est cette entrée soviétique, autant ou plus que les bombes atomiques, qui a précipité la décision de capituler. Le point suivant n'est pas moins étonnant. Les estimations américaines du nombre de victimes d'une invasion terrestre ont considérablement varié selon les documents déclassifiés. Certaines estimations initiales étaient bien inférieures aux millions de morts souvent cités. Le chiffre d'1 million, voire de plusieurs millions, est apparu plus clairement dans des sources postérieures à la décision de larguer les bombes, ce qui soulève des questions sur la façon dont la justification a été construite après coup. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Septième mensonge, l'Holocauste était un secret bien gardé, inconnu de la plupart des Allemands ordinaires. Cette idée a été profondément confortable pour l'Allemagne de l'après-guerre. Les crimes du régime nazi auraient été perpétrés dans le plus grand secret par une poignée de fanatiques SS, à l'abri du regard et de la connaissance du peuple allemand. Des millions d'Allemands ordinaires n'auraient rien su. Les recherches historiques des 50 dernières années ont démoli ce mythe avec une précision implacable. L'historien Robert Gelatli, dans son ouvrage sur la Gestapo, a montré que cette police secrète fonctionnait en grande partie grâce aux dénonciations de citoyens ordinaires, voisins, collègues, membres de la famille. Daniel Goldhagen et d'autres ont documenté la participation de bataillons de police ordinaires, des hommes recrutés dans la population générale, au massacre de masse à l'Est. Et puis, un retournement inattendu. Les déportations en train n'étaient pas secrètes. Elles se déroulaient dans les gares publiques de grandes villes. Les soldats rentrant du front de l'Est rapportaient ce qu'ils avaient vu. Les lettres censurées laissaient filtrer des allusions. Les discours de Himmler en 1943 devant des officiers SS à Poznań, décrivant explicitement l'extermination, ont été documentés. Le secret était moins un fait qu'une fiction partagée. Une façon pour beaucoup de ne pas savoir ce qu'ils préféraient ne pas savoir. Huitième mensonge, les bombes alliées sur l'Allemagne étaient exclusivement ciblées sur des objectifs militaires. Le bombardement stratégique de l'Allemagne par les Alliés, particulièrement la Royal Air Force britannique et l'United States Army Air Forces, a longtemps été présenté comme une campagne rigoureusement ciblée sur les usines, les infrastructures de transport et les installations militaires. La destruction des villes civiles était dans ce récit un dommage collatéral regrettable mais inévitable. La réalité est plus sombre. La RAF, sous le commandement du maréchal Arthur Harris, surnommé Bomber Harris, a développé et appliqué délibérément une doctrine de bombardement de zone qui ciblait explicitement les centres-villes allemands et la population civile. L'objectif déclaré était de briser le moral de la population. Les archives britanniques déclassifiées
montrent que cette stratégie était consciente, débattue et approuvée au plus haut niveau. Approfondissons. Le bombardement de Dresde, en février 1945, reste le symbole le plus controversé de cette campagne. Entre 22 000 et 25 000 personnes ont été tuées en 2 nuits de bombardement sur une ville remplie de réfugiés fuyant l'avancée soviétique. Dresde n'était pas une cible militaire prioritaire à ce stade de la guerre. Le bombardement a suscité des critiques, même au sein du gouvernement britannique, et Churchill lui-même a exprimé des doutes dans un mémorandum qu'il a ensuite édulcoré sous pression. 9e mensonge, la résistance française était un mouvement puissant et unifié qui a joué un rôle décisif dans la libération. Le mythe de la France résistante est l'un des plus puissants de l'identité nationale française. Forgé en grande partie par Charles de Gaulle, il présente la France comme une nation qui s'est levée contre l'occupant, qui a gardé son honneur intérieur, même sous la botte allemande, et qui a contribué activement à sa propre libération. La réalité historique est infiniment plus complexe. La grande majorité des Français pendant l'occupation n'étaient ni résistants ni collaborateurs actifs. Ils étaient ce que l'historien Henri Rousseau a appelé des attentistes. Des gens qui attendaient, s'adaptaient, survivaient. La résistance active ne représentait qu'une petite minorité de la population, et elle était divisée en nombreuses factions aux idéologies et aux méthodes très différentes, souvent en conflit entre elles. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Le régime de Vichy n'était pas simplement une administration fantoche imposée par les Allemands. C'était un gouvernement français qui a pris des initiatives antisémites de sa propre volonté, souvent sans pression directe allemande. La rafle du Veldiv en juillet 1942, où plus de 13 000 juifs ont été arrêtés par la police française, a été organisée et exécutée par des Français, pas par des Allemands. Ce n'est qu'en 1995 que le président Jacques Chirac a officiellement reconnu la responsabilité de l'État français dans ces crimes. 10e mensonge. L'Italie fasciste était un allié mineur et peu efficace de l'Allemagne nazie. L'Italie mussolinienne a longtemps été présentée comme le partenaire comique de l'Axe, une armée incompétente, mal équipée, dont les défaites embarrassantes en Afrique du Nord et en Grèce ont constamment obligé l'Allemagne à intervenir pour la sauver. Cette image a été cultivée après-guerre par les Italiens eux-mêmes, désireux de minimiser leur complicité avec le régime nazi. Mais il existe une autre version, plus nuancée et plus inquiétante. Le régime fasciste italien a introduit des lois raciales antisémites en 1938, 2 ans avant l'occupation allemande. Les forces italiennes ont participé à des atrocités significatives en Éthiopie, où des armes chimiques ont été utilisées contre des populations civiles, en Libye, en Yougoslavie et en Grèce. La narrative de l'Italien gentil qui aidait les Juifs et résistait secrètement à l'alliance nazie est une simplification commode qui masque des responsabilités réelles. Et maintenant, un fait rarement évoqué. Après l'armistice italien de septembre 1943, des dizaines de milliers de soldats italiens ont refusé de continuer à combattre aux côtés des Allemands. Beaucoup ont été déportés dans des camps de travail nazis et y sont morts. Ces hommes, les internés militaires italiens, ont longtemps été oubliés dans les récits officiels parce que leur sort était difficile à placer dans la narrative d'une Italie soit fasciste, soit héroïquement résistante. 11e mensonge. Pearl Harbor était entièrement imprévisible et l'Amérique n'avait aucun moyen de s'y préparer. Nous avons évoqué la question de Pearl Harbor plus tôt, mais il faut y revenir pour un point spécifique. L'idée que l'attaque du 7 décembre 1941 a été une surprise totale, sans aucun signal préalable, s'est imposée dans le récit historique américain comme un fait indiscutable. Or, les archives déclassifiées depuis les années 70 ont révélé que les services de renseignement américains avaient cassé les principaux codes japonais, notamment le code diplomatique Purple, et que des messages interceptés dans les jours précédant l'attaque signalaient une action japonaise imminente dans le Pacifique. Des alertes avaient été envoyées à certaines bases militaires, mais pas à Pearl Harbor, du moins pas avec l'urgence nécessaire. Il y a une suite. La commission Roberts, mise en place immédiatement après l'attaque pour enquêter sur les responsabilités, a rendu un rapport qui blâmait les commandants locaux à Pearl Harbor, l'amiral Kimmel et le général Short, tout en exonérant Washington. Ces officiers ont été dégradés et ont passé le reste de leur vie à tenter de se réhabiliter. Des décennies plus tard, des études indépendantes et des révisions historiques ont suggéré que les responsabilités étaient bien plus partagées et que des décisions prises à Washington avaient contribué à l'incapacité de Pearl Harbor à se préparer.
12e mensonge. Les soldats allemands de la Wehrmacht n'ont pas participé aux crimes de guerre et aux atrocités. C'était uniquement la SS. Cette distinction commode entre la propre Wehrmacht et la SS criminelle a été forgée après-guerre par des généraux allemands capturés qui avaient tout intérêt à se distinguer des organisations jugées criminelles à Nuremberg. Elle a été largement acceptée en Occident, en partie parce que dans le contexte de la guerre froide, l'Allemagne de l'Ouest était un partenaire précieux dont il fallait ne pas trop questionner le passé. La recherche historique des 30 dernières années a complètement déconstruit ce mythe. Des historiens comme Omer Bartov ont montré que la Wehrmacht ordinaire, les soldats réguliers, les unités d'infanterie, les officiers de carrière, a participé activement à des crimes de guerre massifs sur le front de l'Est. Exécution de prisonniers de guerre soviétiques, participation à la politique de commissaires, pillage et destruction de villages, coopération avec les Einsatzgruppen dans des massacres de civils juifs. Examinons le point suivant. En 1995, une exposition photographique intitulée « Crimes de la Wehrmacht » a présenté au public allemand des preuves documentaires de cette participation. Photos, lettres, témoignages. Elle a provoqué un choc considérable en Allemagne, soulevé des controverses passionnées et contribué à transformer profondément la façon dont les Allemands comprennent la responsabilité collective de leur pays dans les crimes de la guerre. 13e mensonge, la capitulation allemande du 8 mai 1945 a mis fin à tous les combats en Europe. Le 8 mai 1945 est célébré comme le jour de la victoire en Europe, VU-Day. Dans le récit standard, ce jour marque la fin de la guerre en Europe, la capitulation totale de l'Allemagne nazie, le silence des armes sur tout le continent. La réalité était plus chaotique. Certaines unités allemandes ont continué à combattre après le 8 mai. Des poches de résistance en Tchécoslovaquie, en Autriche et sur les îles de la mer du Nord n'ont capitulé que dans les jours ou les semaines suivants. Dans les pays baltes, des partisans pro-allemands ont continué à résister à l'occupation soviétique pendant des années. Les frères de la forêt, lettons, lituaniens et estoniens n'ont pas déposé les armes en mai 1945. Certains ont combattu jusqu'au début des années 50. Et voici ce qui est surprenant. La capitulation elle-même a été signée 2 fois. Une première fois à Reims, le 7 mai, et une seconde fois à Berlin, le 8 mai, à la demande soviétique. Staline voulait une capitulation solennelle sur le sol allemand, pas dans une petite école française. Cette duplicité de la capitulation est souvent ignorée dans les récits occidentaux, qui centrent tout sur Reims. 14e mensonge. Les atrocités japonaises en Asie étaient comparables en ampleur à un seul théâtre de guerre localisé. Le récit occidental de la Seconde Guerre mondiale a longtemps été centré sur l'Europe. Normandie, Stalingrad, Auschwitz. Le Pacifique apparaît comme un théâtre important, mais distinct. Les atrocités japonaises, le massacre de Nankin, l'unité 731, les marches de la mort, les travaux forcés, ont souvent été relégués en périphérie de la mémoire mondiale. Pourtant, les estimations des morts civiles causées par l'occupation et les opérations militaires japonaises en Chine seule se situent entre 10 et 20 millions de personnes. L'unité 731, le programme de recherche biologique et de guerre chimique de l'armée impériale japonaise, a mené des expériences sur des prisonniers humains d'une cruauté comparable aux expérimentations médicales nazies. Mais contrairement aux criminels nazis jugés à Nuremberg, plusieurs responsables de l'unité 731 ont été exemptés de poursuites par les États-Unis en échange de leurs données de recherche. Ce moment change tout dans la façon dont on perçoit la justice de l'après-guerre. La décision américaine de protéger les scientifiques de l'unité 731 a été tenue secrète pendant des décennies. Elle révèle que les poursuites pour crimes de guerre n'étaient pas seulement guidées par des principes moraux, elles l'étaient aussi par des calculs stratégiques et scientifiques. 15e mensonge. Winston Churchill était un héros sans compromis, uniquement dévoué à la liberté et à la démocratie. Churchill est l'un des personnages les plus célébrés du XXe siècle, le lion britannique qui a tenu tête à Hitler quand toute l'Europe s'effondrait, dont les discours ont galvanisé une nation et peut-être sauvé la civilisation occidentale. Cette image a une puissance réelle et une justification solide. Mais il existe une autre version, moins flatteuse, que le récit dominant a longtemps occultée. Churchill avait des vues profondément impérialistes qui se manifestaient dans sa gestion des peuples non européens. Sa politique en Inde pendant la famine du Bengale de 1943
où entre 2 et 3 millions de personnes sont mortes, a été marqué par une indifférence remarquable, voire des décisions actives qui ont aggravé la catastrophe, comme le maintien des exportations de riz depuis l'Inde au profit de l'effort de guerre. Maintenant, faites attention. Churchill s'est également exprimé à plusieurs reprises en faveur de l'utilisation d'armes chimiques contre des tribus non civilisées dans les années 20 et a soutenu le bombardement de villages rebelles en Irak après la Première Guerre mondiale. Ces positions sont difficilement conciliables avec l'image du défenseur de la liberté humaine. Elle ne diminue pas son rôle crucial dans la résistance à Hitler, mais elle complique sérieusement le portrait d'un homme dont la grandeur morale aurait été sans ambiguïté. 16e mensonge, le code Enigma a été brisé uniquement par les mathématiciens britanniques de Bletchley Park. Alan Turing, Bletchley Park, les bombes, la machine à décrypter les messages allemands. Ce récit est devenu l'une des grandes histoires romantiques de la guerre. Il est réel, et la contribution de Turing est authentiquement révolutionnaire. Mais le récit standard omet systématiquement un acteur crucial, les Polonais. Avant la guerre, des mathématiciens polonais, Marian Rejewski, Jerzy Różycki et Henryk Zygalski, avaient déjà largement percé les secrets d'Enigma dans les années 30, grâce à un mélange de génie mathématique et d'espionnage. En juillet 1939, quelques semaines avant l'invasion de la Pologne, ils ont transmis leurs découvertes aux services de renseignement français et britanniques. Sans ce travail préalable polonais, les progrès de Bletchley Park auraient été considérablement plus lents. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Après-guerre, le gouvernement britannique a gardé les succès de Bletchley Park secrets jusqu'aux années 70 pour des raisons de sécurité. Les mêmes machines Enigma étaient encore utilisées par certains pays. Quand l'histoire a finalement été révélée, le rôle polonais avait déjà été largement effacé de la mémoire collective. Le récit héroïque national s'est construit sans mentionner les fondateurs polonais. 17e mensonge, la neutralité suisse pendant la guerre était une neutralité morale et économique totale. La Suisse comme refuge de paix, de neutralité et d'humanisme au cœur d'une Europe en feu, c'est une image que la Confédération helvétique a soigneusement cultivée pendant des décennies. Et il est vrai que la Suisse n'a pas été occupée, que la Croix-Rouge internationale avait son siège à Genève et que des milliers de réfugiés ont trouvé refuge sur son territoire. Mais la neutralité économique suisse était une fiction largement commode. Les banques suisses ont accepté des avoirs en or pillés par les nazis, dont de l'or fondu à partir de lingots récupérés sur les victimes de l'Holocauste. L'industrie suisse a fourni à l'Allemagne nazie des équipements de précision, des machines et des matières premières tout au long de la guerre. Le commerce suisse avec l'Axe était considérable, structurel et profitable. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Après la guerre, les banques suisses ont conservé pendant des décennies des comptes bancaires appartenant à des victimes juives de l'Holocauste sans les restituer à leurs héritiers, sous prétexte de ne pas pouvoir établir les droits de succession. Ce n'est qu'en 1997, sous pression internationale, qu'une commission indépendante a été créée pour examiner ces comptes dormants et qu'un accord de restitution partielle a finalement été conclu. 18e mensonge. Les soldats américains étaient unanimement bien traités et bénéficiaient d'une égalité totale dans les forces armées. Le récit de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale présente souvent une image de fraternité dans les tranchées. Des hommes de toutes origines, unis par le combat pour la liberté. Cette image contient une vérité émotionnelle réelle pour beaucoup de vétérans. Mais l'armée américaine était, jusqu'à 1948, une armée officiellement ségrégée. Les soldats noirs américains, les Buffalo Soldiers, les Tuskegee Airmen, les unités du 82e régiment d'infanterie, combattaient dans des unités séparées, sous des officiers souvent blancs, avec moins d'équipement et moins de reconnaissance. Ils revenaient ensuite dans un pays où ils n'avaient pas le droit de voter dans plusieurs États, où la ségrégation était légale, où ils pouvaient être lynchés. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Des soldats noirs américains ayant combattu en France ont parfois été mieux traités par les populations françaises que par leurs propres compatriotes américains. Des officiers américains ont parfois demandé aux Français de ne pas accueillir les soldats noirs dans des cafés et restaurants fréquentés par les soldats blancs. La France libérée traitait parfois les libérateurs noirs avec plus de dignité que leur propre armée. 19e mensonge, l'Espagne franquiste est restée neutre et n'a joué aucun rôle dans le conflit. Le général Franco avait une dette immense envers Hitler et Mussolini, qui avaient soutenu militairement les nationalistes espagnols pendant la guerre civile.
Pourtant, après quelques tergiversations, Franco a maintenu l'Espagne officiellement hors de la Seconde Guerre mondiale. Une décision que certains historiens ont présentée comme un exemple de pragmatisme, voire de sagesse politique. La réalité est plus compromise. L'Espagne a fourni à l'Allemagne des ressources stratégiques, notamment du tungstène, essentiel à la fabrication d'armes, tout au long de la guerre, même sous la pression économique britannique et américaine. Franco a envoyé environ 50 000 volontaires espagnols, la division Azul, ou division bleue, combattre aux côtés des Allemands sur le front de l'Est contre l'Union soviétique. Ce n'est pas de la neutralité, c'est une belligérance déguisée. Passons à la suite. Après la guerre, le régime franquiste a été progressivement réintégré dans la communauté internationale, notamment grâce à la guerre froide. Franco était anticommuniste, et cela suffisait à Washington pour fermer les yeux sur son passé pro-nazi. L'Espagne a rejoint l'ONU en 1955 et des bases militaires américaines ont été établies sur son territoire. La neutralité de Franco lui a valu une impunité remarquable. 20e mensonge. La décolonisation n'avait aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Les récits standards de la Seconde Guerre mondiale se concentrent sur l'Europe et le Pacifique, traitant la décolonisation comme un processus distinct qui s'est développé dans les années 50 et 60, indépendamment du conflit mondial. Mais la connexion est directe et profonde. Des millions de soldats colonisés ont combattu pour leurs métropoles européennes, des tirailleurs sénégalais pour la France, des Gourkhas pour la Grande-Bretagne, des soldats indiens, des Marocains, des Algériens, des Indochinois. Ils ont subi les mêmes conditions de combat, mais souvent un traitement différent. Moins de paye, moins de reconnaissance, moins de pensions après-guerre. Et voici ce qui est vraiment intéressant. La propagande japonaise dans le Pacifique ciblait explicitement les populations colonisées asiatiques sous domination européenne, avec le slogan de la « coprospérité de la Grande Asie orientale ». Ce discours était hypocrite. L'occupation japonaise était souvent brutale, mais il a eu un effet réel sur les mouvements d'indépendance. En voyant les armées européennes défaites par le Japon, beaucoup de peuples colonisés ont compris que leur métropole n'était pas invincible. Ho Chi Minh, Sukarno, le Congrès national africain, leur montée en puissance est directement liée au bouleversement de la Seconde Guerre mondiale. 21e mensonge. Stalingrad a été la seule grande victoire soviétique qui a renversé le cours de la guerre. Stalingrad est indéniablement l'une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale, et probablement la plus connue du front de l'Est. Mais la focalisation sur Stalingrad dans les récits occidentaux a créé une image simplifiée du front de l'Est qui efface l'ampleur réelle du conflit. La bataille de Koursk, en juillet et août 1943, est moins connue mais tout aussi fondamentale. C'est après Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire, avec environ 6000 blindés engagés, que l'armée rouge a définitivement pris l'initiative stratégique sur le front de l'Est. L'Allemagne n'a plus jamais pu lancer une offensive majeure après cette défaite. Et puis, un retournement inattendu. La popularité de Stalingrad dans le récit occidental s'explique aussi en partie par des raisons narratives et médiatiques. C'est une bataille urbaine intense, avec une dramaturgie claire, encerclement, résistance héroïque, reddition d'un maréchal allemand. Koursk, avec ses batailles de chars dans les plaines ukrainiennes, est plus difficile à visualiser et à raconter. L'histoire retiendra souvent ce qui se raconte bien. 22e mensonge, les populations civiles allemandes étaient toutes soit des victimes, soit des ignorants des crimes du régime. Nous avons déjà évoqué la question de la connaissance populaire de l'Holocauste. Mais il faut aller plus loin sur la question de la complicité civile ordinaire dans le fonctionnement du régime nazi. Les structures administratives qui ont permis la déportation, la spoliation et l'extermination des Juifs d'Europe ne fonctionnaient pas grâce à des fanatiques seuls. Elles nécessitaient des cheminots pour conduire les trains, des fonctionnaires pour gérer les fichiers, des notaires pour traiter les confiscations de biens, des policiers municipaux pour les arrestations. Des centaines de milliers de citoyens ordinaires ont participé à des rouages du système génocidaire dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles quotidiennes. Mais il existe une autre version, importante à entendre aussi. Beaucoup de ces personnes n'avaient pas une vision complète de ce à quoi leur participation contribuait, ou se retrouvaient dans des situations où le refus comportait des risques réels. La question de la résistance individuelle dans un État totalitaire est complexe
et ne se réduit pas à un simple choix entre le bien et le mal. Des historiens comme Christopher Browning ont montré cette complexité avec nuance dans l'étude du bataillon de réserve Police 101, des hommes ordinaires qui ont commis des atrocités extraordinaires, et pour qui le refus était techniquement possible, mais psychologiquement et socialement très difficile. 23e mensonge, les prisonniers de guerre occidentaux étaient traités de façon universellement brutale par les Japonais, mais les prisonniers soviétiques étaient traités correctement par les Allemands. Cette proposition est une inversion complète de la réalité. Les prisonniers de guerre occidentaux, britanniques, américains, australiens, capturés par le Japon, ont subi des conditions terribles. Malnutrition, travail forcé, brutalité, exécutions arbitraires. Le taux de mortalité parmi les prisonniers occidentaux aux mains du Japon était d'environ 27%. Mais le sort des prisonniers soviétiques aux mains des Allemands était incomparablement pire. Sur environ 5,7 millions de soldats soviétiques capturés par la Wehrmacht, environ 3,3 millions, soit près de 58%, sont morts en captivité. Ils ont été délibérément affamés, exposés aux éléments sans abri, forcés à des marches épuisantes, exécutés. C'est l'un des crimes de masse les plus importants de la Seconde Guerre mondiale, et il reste moins connu dans les récits occidentaux que le massacre de Nankin ou même les camps de prisonniers japonais. Et voici ce qui soulève des questions. Cette disparité de traitement était idéologique et délibérée. Les prisonniers soviétiques n'étaient pas protégés par les conventions de Genève selon la position allemande, puisque l'URSS ne les avait pas ratifiées. De plus, la propagande nazie présentait les Slaves et les Soviétiques comme des sous-humains. Une déshumanisation qui facilitait psychologiquement le traitement mortifère de millions de captifs. 24e mensonge. La conférence de Yalta a trahi l'Est de l'Europe de façon inattendue et contre la volonté de Roosevelt. La conférence de Yalta de février 1945, où Roosevelt, Churchill et Staline ont défini le cadre de l'Europe d'après-guerre, est souvent présentée dans les récits occidentaux comme une trahison de l'Europe de l'Est, un accord naïf arraché à un Roosevelt affaibli par la maladie. La réalité géopolitique était plus froide et plus cynique. Churchill lui-même avait négocié dès octobre 1944, dans un accord informel avec Staline, les fameux pourcentages. 90% d'influence soviétique en Roumanie, 50% en Yougoslavie, etc. Ces accords étaient écrits à la main sur un bout de papier. La sphère d'influence soviétique en Europe de l'Est était déjà largement entérinée avant Yalta. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. Roosevelt était effectivement malade à Yalta. Il mourait 2 mois plus tard. Mais il n'était pas sénile ou manipulé. Les concessions à Staline sur l'Europe de l'Est reflétaient la réalité militaire. L'armée rouge était physiquement présente en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie. Les accorder à l'influence soviétique était moins une trahison qu'une reconnaissance pragmatique d'une situation militaire que les alliés occidentaux n'avaient pas les moyens de changer. 25e mensonge. Les Japonais américains internés pendant la guerre étaient traités comme de simples détenus pour raisons de sécurité. En février 1942, le président Roosevelt a signé le décret présidentiel 9066 autorisant l'internement de personnes d'origine japonaise vivant sur la côte ouest des États-Unis. Environ 120 000 personnes, dont 2 tiers étaient citoyens américains nés aux États-Unis, ont été forcées d'abandonner leurs maisons, leurs entreprises et leurs biens pour être déplacés dans des camps. La justification officielle était la sécurité nationale. Mais des études ultérieures ont montré que les services de renseignement militaires américains avaient eux-mêmes conclu, avant les internements, que la grande majorité des Américains d'origine japonaise ne représentaient pas de menace pour la sécurité nationale. Le racisme. La peur d'une population racialement différente, perçue comme irrémédiablement étrangère, jouait un rôle au moins aussi important que les préoccupations sécuritaires. Il y a une suite. Aucun internement comparable n'a été imposé aux Américains d'origine allemande ou italienne, malgré la guerre contre l'Allemagne et l'Italie. En 1988, le gouvernement américain a officiellement reconnu que l'internement était une injustice fondée sur des préjugés raciaux, l'hystérie de guerre et un échec du leadership politique, et a versé des indemnisations aux survivants et à leurs héritiers. 26e mensonge, la propagande de guerre était uniquement le fait des régimes totalitaires comme l'Allemagne nazie et le Japon impérial. Les démocraties alliées ont souvent été présentées comme des puissances combattant honnêtement, avec un recours à la propagande certes, mais sans la sophistication manipulatrice et mensongère des régimes totalitaires.
Cette distinction est trop commode. Le gouvernement américain a créé dès 1942 l'Office of War Information, un organisme de propagande d'État qui contrôlait l'information dans les médias, le cinéma, la radio et la presse. Hollywood a produit des films de guerre soigneusement supervisés qui présentaient une vision idéalisée des soldats américains et une caricature des ennemis, japonais en particulier, qui frôlaient souvent la déshumanisation raciste. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Le gouvernement américain a censuré des images et des informations sur les pertes américaines jusqu'en 1943, jugeant que des images de soldats américains morts sapaient le moral. Quand les images ont finalement été autorisées, c'était dans le but calculé de stimuler l'effort de guerre et les achats d'obligations. La gestion de l'information était aussi sophistiquée et délibérée que dans les régimes autoritaires, avec des objectifs différents, mais des méthodes comparables. 27e mensonge. La guerre a été gagnée principalement grâce à la supériorité militaire pure et simple des Alliés. L'industrie de guerre américaine, la ténacité soviétique, l'héroïsme britannique, le récit de la victoire alliée met en avant des facteurs militaires et humains. C'est exact, mais incomplet. Des facteurs économiques, logistiques et technologiques ont joué un rôle tout aussi déterminant. La capacité industrielle américaine à produire des chars, des avions, des navires et des camions à une échelle que l'Axe ne pouvait pas égaler a fondamentalement modifié l'équilibre des forces. L'Allemagne nazie, malgré son industrie sophistiquée, n'a jamais résolu les problèmes de coordination économique qui limitaient sa production de guerre, en partie à cause de la corruption et des rivalités entre barons du régime. Et puis, un retournement inattendu. La technologie de l'Axe était dans certains domaines supérieure à celle des Alliés. Les sous-marins allemands Schnorchel, les chars Tiger, les avions à réaction Messerschmitt 262, les fusées V2, ces technologies étaient en avance sur leurs équivalents alliés. Ce qui a manqué à l'Allemagne, c'est la capacité à les produire en masse suffisamment tôt et en quantité suffisante. La guerre industrielle a été gagnée par le volume, pas par la sophistication. 28e mensonge, les négociations secrètes de paix n'ont jamais eu lieu du côté allemand. La version officielle présente l'Allemagne nazie comme un régime combattant jusqu'au bout, sans jamais sérieusement explorer des voies diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Cette image de fanatisme jusqu'à l'anéantissement est partiellement vraie, mais seulement partiellement. Des émissaires nazis ont en réalité tenté à plusieurs reprises, entre 1943 et 1945, de sonder les alliés occidentaux pour des négociations séparées. Des pourparlers qui auraient exclu l'Union soviétique. L'objectif était de diviser la coalition alliée et de concentrer les forces contre l'Est. Ces tentatives ont été rejetées par les Alliés, qui avaient formellement promis à Staline de ne pas négocier séparément. Approfondissons. L'opération Sunrise. Les négociations secrètes menées au printemps 1945 par Allen Dulles, chef de l'OSS en Suisse, avec des représentants des SS en Italie, est l'un des exemples les mieux documentés. Quand Staline a appris ces négociations, il a accusé Roosevelt de trahison. Roosevelt a nié que les pourparlers avaient un caractère politique. La vérité était quelque part entre les deux. Ces négociations annoncent déjà la logique de la guerre froide qui allait suivre. 29e mensonge, la libération de Paris a été principalement l'œuvre des forces américaines. La libération de Paris en août 1944 est l'un des moments les plus célébrés de la Seconde Guerre mondiale. Dans le récit dominant, les soldats alliés, largement perçus comme américains, entrent dans une ville en liesse. La réalité est que le général Eisenhower avait initialement prévu de contourner Paris pour ne pas avoir à y consacrer des ressources logistiques et éviter des combats de rue. C'est sous la pression de la résistance parisienne, qui s'était soulevée le 19 août, et du général de Gaulle que la décision a été prise de prendre la ville. Et la libération effective de Paris a été principalement l'œuvre de la 2e division blindée française du général Leclerc, qui est entrée dans Paris le 24 août, précédant les forces américaines. Maintenant, ce qui est souvent caché. De Gaulle a insisté pour que des troupes françaises entrent en premier dans Paris, pas les Américains. C'était pour lui une question politique fondamentale. La France devait se libérer elle-même, symboliquement. Eisenhower a accepté cette demande, et la première armée à entrer dans Paris a bien été française. Ce détail est souvent effacé dans les représentations hollywoodiennes de la libération. 30e mensonge. Les procès de Nuremberg ont représenté une justice universelle et impartiale. Les procès de Nuremberg ont constitué un moment historique fondateur dans l'histoire du droit international.
La première fois que des dirigeants d'État étaient jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Leur importance symbolique et juridique est réelle. Mais les critiques soulevées à l'époque, et reprises par des juristes depuis, méritent d'être entendues. Le principe de rétroactivité. Plusieurs des charges retenues à Nuremberg ne constituaient pas des infractions définies en droit international au moment où elles ont été commises. La notion de crime contre la paix, préparer une guerre d'agression, était nouvelle. Certains juristes ont parlé de justice des vainqueurs appliquant rétroactivement des normes qu'ils avaient eux-mêmes créées. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Parmi les juges à Nuremberg siégeait un représentant de l'Union soviétique, dont le régime avait lui-même commis des crimes de guerre massifs, notamment le massacre de Katyn, où 22 000 officiers polonais avaient été exécutés sur ordre de Staline. À Nuremberg, les soviétiques ont tenté d'attribuer le massacre de Katyn aux Allemands. Cette tentative a échoué. Les juges ont refusé de retenir cette charge. Mais la présence soviétique au tribunal illustre le caractère profondément politique de la justice de Nuremberg. 31e mensonge. Le plan Marshall était purement altruiste et visait uniquement la reconstruction de l'Europe. Le plan Marshall, annoncé en juin 1947 par le secrétaire d'État américain George Marshall, a fourni environ 13 milliards de dollars à 16 pays européens pour leur reconstruction. C'est l'un des actes de générosité stratégique les plus importants de l'histoire moderne. Mais il serait naïf d'ignorer les intérêts américains qui le sous-tendaient. Une Europe dévastée et appauvrie était un terreau fertile pour le communisme, c'est ce que craignait Washington. Le plan Marshall était explicitement conçu pour créer des économies de marché stables en Europe occidentale, qui résisterait à l'attraction soviétique. C'était de la géopolitique aussi bien que de la générosité. Et voici un autre exemple de la complexité des motivations. Le plan Marshall a aussi créé des marchés d'exportation pour les produits américains et a lié les économies européennes à l'économie américaine dans un réseau d'interdépendance favorable aux États-Unis. Les conditions attachées aux aides Marshall, notamment l'ouverture des marchés européens aux entreprises américaines, n'était pas désintéressé. Cela ne diminue pas la réalité de la reconstruction qui l'a rendue possible, mais cela complique l'image d'un geste purement humanitaire. 32e mensonge. Les femmes sont retournées spontanément à la maison après la guerre, satisfaites de quitter les usines. Pendant la guerre, des millions de femmes, en Amérique, en Grande-Bretagne, en URSS et ailleurs, ont intégré les usines, les services de renseignement, les unités médicales, les réseaux de résistance. Rosie the Riveter, l'icône américaine, symbolisait cette transformation. Le récit dominant dit qu'après la guerre, ces femmes ont volontairement retrouvé leur foyer, heureuses de céder la place aux hommes qui rentraient. La réalité est plus conflictuelle. De nombreuses femmes ne voulaient pas quitter leurs emplois. Des enquêtes menées en 1944 et 1945 aux États-Unis montraient que la majorité des femmes travaillant dans l'industrie de guerre souhaitaient conserver un emploi après la guerre. Ce sont les politiques gouvernementales, les conventions collectives qui réservaient les postes aux anciens combattants et une pression sociale intense qui ont provoqué ce retour au foyer. Pas un choix libre et général. Et voici ce qui est vraiment intéressant. En Union soviétique, des femmes avaient servi dans des unités de combat, pilotes, tireuses d'élite, soldates. Une réalité longtemps minimisée dans les récits occidentaux. Les sorcières de la nuit, les pilotes du 588e régiment de bombardement de nuit, ont effectué plus de 23 000 missions de combat. Après la guerre, leur contribution a été partiellement effacée de la mémoire officielle soviétique, qui préférait une image plus conventionnelle du soldat masculin héroïque. 33e mensonge. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée proprement et le monde a tiré toutes les leçons nécessaires pour ne jamais recommencer. C'est peut-être le plus grand des mensonges, non pas parce qu'il est entièrement faux, mais parce qu'il est dangereusement incomplet. La création de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de Genève révisées, les accords de paix, la construction européenne, tout cela témoigne d'une volonté réelle de tirer les leçons du conflit. Mais les criminels de guerre n'ont pas tous été jugés. Des scientifiques nazis ont été recrutés par les États-Unis et l'Union soviétique dans le cadre des opérations Paperclip et Ossou-Aviakim pour leurs connaissances en balistique, en chimie et en aéronautique. Wernher von Braun, l'architecte de la fusée V2, construite par des travailleurs forcés dans des conditions meurtrières, est devenu le père du programme spatial américain. La justice avait des exceptions très pratiques, et puis un retournement inattendu.
Les structures coloniales qui avaient fourni des millions de soldats aux métropoles européennes n'ont pas été démantelées immédiatement après la guerre. Au contraire, la France et la Grande-Bretagne ont tenté de réaffirmer leur contrôle sur leurs empires. Des guerres coloniales sanglantes ont suivi, en Indochine, en Algérie, en Malaisie, au Kenya. La libération avait des limites très précises. Elle concernait l'Europe blanche, pas le reste du monde. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été un point final propre. C'est une cicatrice qui continue de former nos frontières, nos identités, nos conflits. Le monde dans lequel nous vivons est encore, en de nombreux endroits, le produit direct de décisions prises entre 1939 et 1945. Voilà, 33 mensonges, ou plutôt 33 versions simplifiées d'une réalité infiniment plus complexe. Ce qui reste certain, c'est que la Seconde Guerre mondiale a été l'événement le plus dévastateur de l'histoire humaine, avec entre 70 et 85 millions de morts selon les estimations. Mais les responsabilités, les causes, les héros et les victimes résistent à toute simplification. Des dizaines de questions restent ouvertes. L'étendue exacte de la connaissance populaire de l'Holocauste en Allemagne, le rôle précis de l'entrée soviétique dans la capitulation japonaise, les motivations réelles derrière l'ordre d'arrêt des Panzers à Dunkerque. Ces zones grises ne sont pas des faiblesses de l'histoire. Elles en sont la richesse. Parce que comprendre la guerre dans sa complexité, c'est la seule façon honnête de ne pas la répéter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne 33 Facts et écrivez dans les commentaires le fait qui vous a le plus surpris. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et gardez l'esprit curieux.